Je suis né à Manosque et je n'en suis jamais parti. Le charme de ce pays ne s'épuise pas. Quand je dis Manosque, je ne veux pas dire strictement la ville, mais tout ce théâtre de collines et de vallées où elle est assise, où elle vit, cette architecture de terre où elle a pris ses habitudes. Je ne suis pas voyageur, c'est un fait. Pendant plus de 50 ans, c'est à peine si j'ai bougé. Mon bonheur est entre 4 murs. Il est statique. Il est là où je m'enracine. Le 1er mars 1930, Jean Giono achète une petite maison, Louparaïs, à Manosque, au pied du Mont d'Or. Il a 35 ans, a écrit Naissance de l'Odyssée, Un de Beaumugne, Regain, et a rencontré un succès immédiat avec son premier roman publié, Colline. La banque qu'il a employée pendant 19 ans vient de faire faillite. Il prend alors la décision la plus importante de sa vie, se consacrer entièrement à l'écriture. C'est ce qu'il fera durant 40 ans, jusqu'à sa mort en 1970, dans cette maison qui lui offre le calme nécessaire, une maison à juste distance de la ville. Pas un jour ne passe sans noircir la page. Un plaisir vital, absolu, qui absorbe tout son temps. C'est là qu'il va écrire la quasi-totalité de son œuvre. 25 romans, essais, nouvelles, chroniques journalistiques, pièces de théâtre ou encore des scénarios de films comme L'eau vive ou Crésus, qu'il produira et réalisera. C'est à la fois une maison d'écrivain et une maison familiale. Il y mène une vie simple, entouré de son épouse Élise, des grands-mères et arrière-grands-mères, et de ses 2 filles, Aline et Sylvie. Alors là, nous nous trouvons sur cette fameuse terrasse, une terrasse qui est fortement abritée du Mistral grâce à ce mur-là, cette section de maison. Et c'est notre plus grande pièce, c'était la salle de vie, on peut dire, où nous restions 7 mois de l'année. Mais là c'était la vie de famille, la vie paisible. Tout le monde se mettait autour de la table, on déjeunait, on parlait. Mon père racontait des histoires. À midi, mon père n'était plus l'auteur, n'était plus écrivain, c'était le conteur. Il nous racontait tout le temps des histoires. Ça, c'était merveilleux. Le soir, après le repas du soir, alors là, c'était différent. Mon père n'était plus conteur, on retrouvait l'écrivain. C'est-à-dire, ce qui l'intéressait, c'était de nous lire à haute voix les pages manuscrites qu'il avait écrites dans la journée. Alors, il déléguait, ou ma sœur, moi, les 2 étages pour aller chercher sur son bureau les pages manuscrites. Et puis, là, il nous faisait la lecture. Et ça, c'était passionnant parce que tous ces romans, nous les avions en feuilleton. Et moi, je me souviens, au moment de la rédaction du Hussard sur le toit, j'attendais tous les soirs ce qu'allait faire Angelo, dont j'étais amoureuse. Si j'invente des personnages et si j'écris, c'est tout simplement parce que je suis aux prises avec la grande malédiction de l'univers, la grande chose à laquelle personne ne fait jamais attention, c'est l'ennui. Au fond, pour moi, si on voulait une description de l'homme, l'homme est un animal avec une capacité d'ennui. De là, la création de tous les vices, de là, la création de tout ce que vous pouvez imaginer, de là, les crimes, parce qu'il n'y a pas de distraction plus grande que de tuer. J'ai trouvé cette façon de lutter contre l'ennui, je cherche des images et je les emploie. Je pense d'abord à me distraire, et pour me distraire, je joue ce jeu. Mots après mots, page après page, l'écrivain poète va s'abandonner à la puissance du verbe et de l'imaginaire. Il enracine ses plus grandes échappées dans cette maison au carrefour de 2 mondes, où la vie réelle se mêle à une vie inventée. Au fil du temps, il va la restaurer, l'agrandir, l'investir tout entière. De pièce en pièce, il va la peupler de personnages invisibles, inventer des bouts de ciel, des paysages, des fragments de Provence. Bien. Tiens, épousez-la. Ces dossiers noirs, c'est pour moi l'œuvre terminée. Ce que j'aimais, c'était les voir sur le bureau de mon père. Parce que je savais que mon père allait revenir, il allait continuer à écrire.
Alors ça, les reliures, c'est Giono lui-même qui achetait ces reliures en cuir. Il était très amoureux de ces manuscrits, et très respectueux de ces manuscrits. Même pendant la guerre, il les a fait emporter pour les cacher dans la montagne, au cas où la maison... Regarde, une page comme ça. Il n'y a pas un brin de marge. Le grand troupeau, qui est donc, ce n'est pas du tout la même époque. L'écriture est différente parce L'écriture est différente, mais regarde la marge qu'il y a. Voilà. Là, on n'a même pas besoin de l'enlever, on voit tout de suite. Et l'écriture est beaucoup plus aérée, c'est complètement différent. Hein, oui. Ça s'est resserré aussi au fur et à mesure. Puis ça serre surtout, plus c'est horrible, plus c'est violent, plus c'est serré sur la page. Le choléra dans le hussard, les lignes se serrent. Mon préféré, c'est celui-là. C'est Le Roi sans divertissement. Parce qu'un roi sans divertissement, c'est un des sommets de la littérature universelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Michon. Mais regardez, c'est écrit sans brouillon, sans notes, en un mois. Voilà. Il dit toujours, je ne voulais pas écrire bien, je voulais écrire beau. La forme, le dessin, le graphisme de l'écriture m'intéresse beaucoup. Mon porte-plume pèse à peu près la moitié d'un gramme. C'est un petit morceau de bois au bout duquel il y a une fente. Dans cette fente, je glisse la plume. Cette plume, je la trempe dans de l'encre qui reste très noire, car je prends encore la précaution de laisser l'encrier déboucher. Alors l'encre s'oxyde et devient extraordinairement noire, presque comme de l'encre de Chine. Là, j'aime écrire avec cette encre-là. J'aime avoir un porte-plume entre les mains, j'aime l'encre noire, j'aime le papier sur lequel j'écris, et j'aime la façon que j'ai d'écrire. Si mon papier n'est pas celui que je veux, si ma plume n'est pas celle que je veux, je suis gêné pour écrire. Alors cette maison, on peut dire que c'est une maison évolutive. Petit à petit, ce voyageur immobile qu'il était à l'extérieur s'est mis à voyager à l'intérieur de cette maison. C'est-à-dire que pratiquement toutes les pièces lui ont servi de bureau à un moment de sa vie. Et pendant un premier temps, il s'est installé avec l'arrière-grand-mère qu'on appelait la Nini, qui était la grand-mère de ma mère, qui était une femme remarquable, d'une intelligence raffinée et que mon père adorait. Donc ils ont partagé la même pièce. La Nini avait son lit et couchait dans cette pièce-là, et mon père avait sa table de travail devant la fenêtre, et là il a commencé à écrire. Je ne pourrai jamais retrouver le vrai visage de ma terre. Cet œil pur des enfants, je ne l'ai plus. Quand j'étais tout petit, je jouais, puis j'avais faim. Ma mère taillait alors une plate tartine de pain, elle la saupoudrait de sel, elle l'arrosait d'huile par un large huit de la burette penchée. Elle me disait « mange ». Ce sel, il me suffisait de humer le vent odysséen. Il était là avec l'odeur de la mer. Ce pain, cette huile, les voilà tout autour dans ces champs de blé vert dessous les oliviers. Ainsi s'est aiguisée de longue habitude l'ardente faim de mon cœur. Jamais assez de ce pain, jamais assez de ce sel, de cette huile. Ma mère. Le bonheur, je crois, après pas mal d'expériences, s'atteint et se procure par des choses qui sont gratuites et de petites choses minuscules auxquelles d'ordinaire on ne fait pas attention et qui, si on y fait attention, composent le bonheur précisément. Quel genre de choses? Je ne saurais pas en dresser le catalogue, mais elles sont minuscules et nombreuses dans une journée. Par exemple, goûter le plaisir de voir passer une averse, un vent, le bruit d'un vent particulier dans les arbres, une fleur qu'on aura respirée, un oiseau qui aura tapé à la fenêtre et vous aura chanté, une visite de quelqu'un qui vous aura intéressé par sa conversation. Tout dans la journée, une plume qui marche bien, un travail qui fonctionne très bien huilé, une feuille de papier qui glisse bien, tout ça fait partie du bonheur. Mon père était un sensuel, mais tous ses sens lui servaient pour goûter la vie, pour savoir ce qui se passait dans le monde, à la fois sentir les odeurs, le regard, tout ce qui se passait autour de lui. Il avait l'air comme ça distrait, mais il prenait exactement ce dont il avait besoin, ce dont il avait envie. Avec mes joies, avec mes peines, j'ai mâché les quignons de ma terre. À celui qui voudrait voir Manosque avec des yeux neufs, à celui-là je dirais, regarde, ce beau sein rond est une colline.
Manosque, une petite ville sans histoire où l'enfant puis l'adolescent cherchera un chemin de fuite pour pallier l'ennui. La nature qui l'entoure est son premier théâtre à rêver. Plus tard, l'échappée se fera à travers les livres que sa bourse lui permet d'acheter. Qu'avec 19 sous, vous aviez Cervantes, vous aviez Shakespeare, vous aviez Échille, Sophocle, Euripide, les Homère, Aristophane, tous. Vous les aviez tous, César, vous aviez tous pour 95 centimes. C'était magnifique. Et alors là, c'est non pas un seul livre qui m'a comblé, mais l'appétit, brusquement l'appétit de lecture. Brusquement, je me suis trouvé devant une mine d'or. Alors je lisais Virgile en allant me promener dans les vergers d'oliviers. C'était ma distraction du dimanche. Et Virgile prenait une ampleur admirable au milieu des vergers d'oliviers. Et avec le petit soleil, c'était généralement l'hiver, le petit soleil gris d'hiver, avec les chants des oiseaux dans les champs, dans les terrains à peu près déserts. Tout ça était très beau. Dans ces paysages proches des récits grecs dans lesquels il se plonge, c'est la révélation. Est venue s'inscrire au cœur de la solitude la présence des livres qui ne le quitteront plus et le goût de l'écriture. Cette beauté de la nature qui l'entoure, Giono nous la fera partager dans ses premiers romans qui sont d'authentiques œuvres lyriques où la nature tient une place prépondérante. Une nature belle mais aussi cruelle, dévastatrice. Giono interroge le rapport de l'homme au monde, son alliance secrète mais aussi ses discordances. Il raconte la terre, la Provence. C'est ce qui fera alors son succès, mais créera également une sorte de malentendu en lui collant injustement une étiquette de romancier régionaliste. Il est resté ici, à Manosque, dans cette maison. Et puisqu'il était là, on l'a tout de suite bloqué, assigné à résidence, en quelque sorte, littéraire, ici. Et certains critiques, au tout début de sa carrière, n'hésitaient pas à écrire « Monsieur Giono conjugue le verbe « je suis de Manosque » à tous les temps ». Ce qui est faux. Le réduire à la Provence était quelque chose qui trahissait complètement sa vision universelle des choses. Il n'y a pas de Provence, écrit-il. Qu'il aime le monde ou n'aime rien. D'habitude, on voit toujours la Provence comme un pays gai, un pays rempli de fleurs, avec beaucoup de soleil, avec des choses plaisantes, des plaisanteries racontées par les gens. Là, évidemment, nous avons affaire à toute une société de paysans peu bavards, qui habitent un pays sauvage, désert, et qui habitent sous un ciel lourd la plupart du temps. Alors, je me demande, j'ai voulu plutôt montrer celui-là. Monsieur le curé, je croyais que vous représentiez l'esprit et moi la matière, et je m'aperçois que c'est le contraire. L'âge d'or, dites-vous, parce qu'on distribue des billets de banque. Et tenez, ça commence. Ce n'est pas devant les râteliers vides que les chevaux se battent, c'est devant les râteliers pleins. Savez-vous ce qu'il y a là-dedans? Le démon. Ma chère mademoiselle Delphine, le démon, je le connais, c'est mon compagnon. Il s'appelle Misère. Et qu'est-ce que vous en savez, monsieur le curé, de la misère? La misère, c'est le désir. La misère. Venez nous voir si vous avez besoin de renseignements sur la misère. On vous les donnera. Tu donneras rien du tout, Albert. La misère, tu sais pas ce que c'est. Moi non plus, d'ailleurs. On a froid. On se chauffe, on a chaud. On prend l'air, on a faim. On mange, on a soif. On boit, on a sommeil. On dort, ou tu la vois, toi, la misère, là, hein? Jean Giono, qui aime la noirceur et les ombres de Provence, ne s'éloignera guère du soleil qui inonde sa maison. Généralement, dit-il, quand il m'arrive d'être extirpé de chez moi, je traverse un premier moment d'angoisse inexprimable, très amer. Rien ne l'intéresse plus que le vagabondage à travers ses livres et les chemins que trace la plume sur la page blanche. S'en éloigner le priverait de son plus grand plaisir. Voyager dans la maison est bien suffisant. 2 ans après son arrivée au Paraïs, Giono quitte son bureau du premier étage pour s'installer un peu à l'écart de la vie familiale. Ses objets fétiches le suivent de bureau en bureau, comme les chevaux mongols accrochés au mur. C'est là qu'il va écrire « Le chant du monde »,« Que ma joie demeure », ou encore un roman autobiographique romancé, Jean le Bleu,
où il évoque son enfance et l'admiration qu'il vouait à son père. Un père artisan cordonnier qui lui enseignera le premier la beauté du geste, un père conteur dont il gardera les récits, l'idée du romanesque, et à qui il devra le goût de la nature dans les sentiers perdus de Provence. Il a connu le premier ma sensualité. Il a vu, lui, le premier, avec ses yeux gris, cette sensualité qui me faisait toucher un mur et imaginer le grain de porc d'une peau. Il n'a rien cassé en moi, rien déchiré en moi, rien étouffé, rien effacé de son doigt mouillé de salive. Avec sa prescience d'insecte, il a donné à la petite larve que j'étais les remèdes. Il a donné le bon pansement à l'avance pour ce qui aurait pu être une plaie, pour ce qui, grâce à lui, est devenu, dans moi, un immense soleil. Alors là, nous sommes dans ce que nous appelons modestement la grande bibliothèque. Alors, c'est une partie des livres qui sont dans cette maison, hein. Il y a à peu près 8 à 9 000 ouvrages dans la maison. La bibliothèque, les livres de Giono, dans la maison, une bibliothèque qui n'a pas été dispersée, donc plus de 40 ans après la mort de l'écrivain, c'est un trésor. C'est une bibliothèque de travail, c'est une bibliothèque où les livres nourrissent l'œuvre, nourrissent l'imaginaire, d'où le fait qu'il y a une bonne moitié des livres qui ne sont pas des œuvres de fiction, ou même de littérature, qui sont des œuvres documentaires. Par exemple ici, où, comme disait Giono, avec un document réel, il va inventer un document imaginaire. Alors là, ça c'est extraordinaire, hein. C'est les copies des procédures contre les prévenus de brigandage éditées en 1804 sur ordre de Napoléon. Et voilà, Giono annote, souligne, ici va prendre, pour certaines de ses dernières œuvres, va prendre un nom, une réplique, un lieu, une action de brigandage, et il va même faire du juge qui mène tous ces interrogatoires un personnage de juge dans son dernier roman. Ça a nourri le dernier roman, d'autres écrits, etc. C'est une mine pour lui. Là, il est devant un trésor. Alors, vous avez ici tout Stendhal. Tout Stendhal qui, avec Faulkner, pour moi, c'est les deux grands pôles d'influence sur Giono à partir de 1938. Et quand il s'intéresse à Stendhal, ça va plus loin que simplement le bonheur de la lecture. Il va s'intéresser aux œuvres de commentaires et de critiques. Et vous allez trouver, voilà, regardez. Voilà. Là, Giono n'a jamais voulu faire la théorie de son art. Il n'a jamais été, c'est pas un théoricien du tout, mais cette théorie de son art, on va la trouver dans les commentaires qu'il fait dans les marges ici. Je ne suis pas un témoin, je suis un créateur. Le démiurge qui parle là. Et là, le romancier n'est pas un descripteur. Il ne décrit pas, il raconte. Les jours commencent et finissent dans une heure trouble de la nuit. Ils n'ont pas la forme longue, cette forme des choses qui vont vers des buts, la flèche, la route, la course de l'homme. Ils ont la forme ronde, cette forme des choses éternelles et statiques. Le soleil, le monde, Dieu. C'était la promenade préférée de mon père. C'était la plus facile, la plus simple. Elle se situait juste derrière la maison. Donc c'est celle qu'il faisait pratiquement journellement. La marche, pour lui, c'était une façon de réfléchir aussi, de se promener dans la nature et de réfléchir à ses personnages ou à ses histoires. Quand on pense à mon père, il faut bien penser une chose, que la réalité n'existait pas. La réalité n'existait pas et ne l'intéressait pas. L'essentiel pour lui, c'était de transformer la réalité. Quand des personnes arrivaient en lui disant « Mon Dieu, Monsieur Giono, mais c'est formidable, si vous connaissiez ma vie, vous en feriez un roman. » Et il leur disait « Mais si votre vie est un roman, ça ne m'intéresse pas. Donnez-moi, racontez-moi, parlez-moi d'un personnage à qui rien n'arrive. » À ce moment-là, ça devient intéressant pour moi, parce que moi, je vais lui faire arriver des choses. Menteur. Menteur dans ses textes. J'adore être appelé menteur dans les textes. Je réclame le droit au mensonge.
La littérature, l'expression de l'art est un mensonge. Quand on part dans un livre, on est comme un bateau qui quitte le port. Pour moi, c'est le voyage et la rencontre de personnages nouveaux. Personnellement, je suis le sujet de mes personnages. Je suis dans leur propre lumière et non pas eux dans la mienne. Cet assassin n'est pas un monstre, c'est quelqu'un comme vous et moi. Partez de là et vous le trouverez. Quelqu'un comme vous et moi, mais évidemment un roi. Clara? Oui? Comment appelles-tu l'amour? Pas l'amour, monsieur le procureur. La bête à deux dos. Le théâtre du pauvre. Le théâtre du pauvre. Eh bien, trouvez-en un qui ne s'en contente pas. Et vous aurez le théâtre du riche. Ou plus exactement, puisqu'il s'agit d'âme, le théâtre du roi. Le sang. En 1935, du haut de son bureau, surnommé le Phare, Giono perçoit les prémices de la Seconde Guerre mondiale. Elle se fait l'écho tragique de la guerre des tranchées de 1914 qu'il a connue à l'âge de 19 ans et qu'il n'oubliera jamais. Elle a été une suite d'expériences tragiques, d'un tragique infini. Et j'ai vu souffrir d'une façon abominable. J'ai souffert moi-même d'une façon abominable. J'y ai perdu mes amis. Ce sont des expériences qui marquent. Giono sortira de cette guerre viscéralement pacifiste. Il milite activement et lance un cri d'alerte dans différents écrits. Cela lui vaudra un premier emprisonnement en 1939, puis un second à la Libération en 1944. Mis sur la liste noire du Comité national des écrivains, il ne pourra rien publier pendant plus de 2 ans. C'est pour lui la fin des utopies. Son œuvre reflète les changements provoqués par cette période troublée et prend un nouveau tournant, plus sombre, plus pessimiste. De ses fenêtres, il imagine les personnages de ses chroniques romanesques dans Noé ou Un roi sans divertissement. Et puis en 1947, le manque d'espace se fait sentir. Nouveau déménagement, non loin du Phare, de l'autre côté du palier. C'est là qu'il va écrire, durant 18 ans, la plus grande partie de ses chefs-d'œuvre, la suite des chroniques romanesques, mais aussi le cycle du Hussard. Le Giono d'après-guerre relègue la nature au second plan, place l'homme au cœur de ses romans, et glisse plus que jamais dans son œuvre les cataclysmes, la monstruosité, le mal et le sang. Les hommes sont bien malheureux, se disait Angelo. Tout le beau se fait sans eux. Le choléra et les maux d'ordre sont de leur fabrication. Ils écument de jalousie ou périssent d'ennui, ce qui revient au même, s'ils ne leur auraient pas donné d'intervenir. Et s'ils interviennent, alors c'est la prime à l'hypocrisie et au délire. Il suffit d'être ici ou dans les solitudes que je traversais à cheval l'autre jour pour savoir où se trouvent les vrais combats, pour devenir très difficiles sur les victoires à remporter. Somme toute, pour ne plus se contenter de peu. Dès qu'on est seul, les choses vous conduisent d'elles-mêmes et vous forcent toujours à prendre les chemins les plus durs à gravir. Le succès du Hussard sur le toit marque la fin du purgatoire et le remet sur le devant de la scène littéraire. Son héros, Angelo, est victime de la vindicte populaire comme l'a été son auteur. Il subit lui aussi le mépris, l'injustice, la violence. Giono se venge à sa façon en faisant déferler le choléra sur la ville de Manosque, cette ville qu'il a rejetée et accusée de collaboration. Bien sûr qu'il s'est vengé, avec une délectation extraordinaire. Et la jouissance de mon père, c'était, il descendait du bureau à ce moment-là, de son bureau le soir pour assister au repas familial, et il nous disait, il se frottait les mains avec un grand sourire, et il nous disait, « Ah les enfants, qu'est-ce que je suis content, je les tue. » Et je les tue. Ils meurent salement, ils vomissent dans la rue, ils se font dessus, ils meurent dans leurs immondices. C'est extraordinaire. Ils se frottaient les mains, et grâce à cette thérapie de l'écriture, j'ai eu le père le plus joyeux qui soit. Il me suffisait d'être à proximité d'un mystère pour qu'aussitôt je devienne l'enfant silence lui-même. Cette fois-ci, le mystère l'a emporté dans la nuit du 8 au 9 octobre 1970, à 75 ans. Le déserteur du réel a claqué la porte du paradis.
Lui qui n'a jamais vraiment quitté ce havre de paix s'en est allé ailleurs, vers d'autres pays inconnus. Sans doute est-il en train d'y inventer une nouvelle histoire. Cette famille est toujours là, elle habite, tels les fantômes écossais qui sont dans les châteaux. Eh bien, cette maison n'est pas un château, mais pour moi, elle est toujours habitée. De toute façon, c'était une présence très discrète quand nous vivions. On le savait dans son bureau, mais il ne faisait pas de bruit. Donc quand je suis là, je n'ai qu'à imaginer que mon père est dans son bureau et le monde est recréé.